Bon, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu un panorama et un état des lieux de la situation aujourd'hui des variétés résistantes à deux maladies qui sont un peu moins complexes que celles qu'on vient d'exposer, Mildiou et l'oïdium, puisqu'elles sont le fait chacune d'un seul champignon dont le cycle est connu, etc., et sur lequel on peut agir. Donc on n'est pas tout à fait dans des impasses techniques. Pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, je vais vous présenter un petit peu ce qui constitue la piste génétique, c'est-à-dire l'exploitation de résistance naturelle à ces parasites, sachant qu'il y a aussi un volet d'études, mais qui est beaucoup plus en amont que ce qu'a présenté aujourd'hui Florence, concernant la fin de Scaladi, c'est-à-dire l'étude des différences de sensibilité des cultivars aux différentes maladies du bois, puisqu'on a des cépages très sensibles, pour être clair, des cépages beaucoup moins sensibles aux différentes formes des maladies, et que donc il y a des travaux qui sont menés avec de la génétique d'association dans le but de déterminer si on peut trouver au niveau génétique les composantes de ces sensibilités. Là, évidemment, on est à un niveau un petit peu plus avancé par rapport à l'utilisation de ces résistances naturelles, puisque des résistances au Mildiou et à l'oïdium, il en a toujours existé et on les a repérées depuis bien longtemps dans les espèces sauvages américaines et asiatiques. Donc bon, je ne refais pas trop le topo sur l'importance de l'utilisation de ces ressources génétiques, puisque aujourd'hui, un axe majeur des développements, c'est de réduire la consommation des intrants phytosanitaires. Là, on est sur un levier extrêmement puissant. Les résistances, dont certaines sont totales, voire très fortes, voire totales, pardon. Et le tout, évidemment, dans un souci toujours qui est un bruit de fond, de s'adapter, de garder la diversité, les possibilités d'adaptation, soit aux évolutions climatiques ou d'adaptation à la culture dans différentes zones, ce qui est un petit peu la même chose. Voilà. Et en maintenant la qualité et la typicité de nos vins. Donc, un petit panorama de la situation. Donc, en partant du commencement, les résistances naturelles aux maladies, elles existent d'abord sur le continent américain, là où ces pathogènes, Mildiou et oïdium, ont évolué, sont présents depuis toujours, avec lesquels les vignes sauvages et différentes espèces américaines de vitis ont coévolué. Donc, ont développé depuis toujours des stratégies, une interaction haute pathogène, des coévolutions. Donc, on développé des stratégies qui permettent à la fois à ces vignes sauvages de vivre, de fructifier, de se multiplier, et aux pathogènes d'exister sans détruire leur garde-manger. Parce que c'est quand même le but d'une espèce même pathogène, dans son environnement naturel et en l'absence de l'action de l'homme, c'est quand même de continuer à survivre en n'exterminant pas les plantes sur lesquelles elle se nourrit, évidemment. Donc ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc on a eu une coévolution avec les parasites et donc des stratégies d'adaptation, des gènes de résistance qui se sont petit à petit différenciés et qui ont permis à ces vitis de résister à ces pathogènes. On a une autre situation en Asie, avec les vitis asiatiques, un certain nombre d'espèces qui, elles, n'ont pas coévolué avec ces parasites, mais ont, l'explication n'est toujours pas très claire, en tout cas il y a plusieurs hypothèses, mais ont développé d'autres systèmes, d'autres gènes de résistance, alors qu'elles n'étaient pas en contact avec les parasites. Donc, une richesse dans les armes génétiques qu'on peut opposer à ces parasites qui vient des vitis asiatiques. Avec au milieu notre pauvre vitis vinifera, qui lui a évolué sans ces parasites, mais par malchance n'a pas développé, à de rares exceptions près, un gène de résistance connu pour l'oïdium sur un cultivar d'Europe centrale, n'a pas développé de système de défense et donc est sensible, très sensible au mildiou et à l'oïdium. Donc, l'utilisation de ces gènes de résistance, l'exemple a été donné d'abord par l'utilisation du gène de résistance au phylloxéra, ça nous a donné les porte-greffes, on va pas y revenir, mais les hybrides producteurs directs ont été une première réponse, à partir de la fin du XIXe siècle, à la sensibilité de vitis vinifera à ces pathogènes. Là, aujourd'hui, des programmes modernes de création et de sélection variétale de cultivars, de cépages, de variétés résistantes au mildiou et à l'oïdium, principalement la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie,
mais il y a des travaux également aussi en Europe de l'Est, en République tchèque, en Hongrie notamment. Donc, un petit schéma pour illustrer un petit peu rapidement ce qui s'est passé. Les anciens hybrides ici étaient principalement des croisements complexes faisant intervenir un certain nombre d'espèces américaines et Vitis vinifera, recroisés pour amener tout ce qui était critères de qualité en raisin, de cuve comme de table d'ailleurs. Donc ici, on a tous ces croisements, parfois anciens, qui ont fait intervenir des Vitis asiatiques. Un sous-genre particulier, Muscadina, est principalement l'espèce Muscadina autonifolia, originaire des États-Unis, qui a des systèmes de résistance très forts, qui était difficile à croiser, mais qui a quand même pu faire l'objet d'hybridation, qui nous a donné en France ce qu'on appelle aujourd'hui, pardon, j'ai fait, voilà. J'ai perdu le pointeur, voilà. Qui nous a donné, grâce au travail d'un chercheur de l'INRA, Alain Bouquet, des variétés issues de croisements complexes avec des rétrocroisements entre Muscadina autonifolia et Vitis vinifera, des variétés qu'on considère aujourd'hui comme monogéniques, on va y revenir, que les programmes modernes aujourd'hui de croisement menés principalement par l'INRA, l'UMT Génomique, l'INRA et FEV, ont utilisé comme géniteurs, dans une première série Resdure pour résistance durable, on va revenir là-dessus tout à l'heure, et de l'autre côté, principalement au départ, des travaux menés dans l'ex-URSS, mais à partir du début du XXe siècle, faisant intervenir l'espèce asiatique Vitis amurensis, nous ont donné un certain nombre d'hybrides résistants avec quelques espèces parfois américaines qui sont entrées dans les croisements et qui ont permis de développer la deuxième série de Resdure modernes menée aujourd'hui, proposée par l'INRA et l'FEV. Voilà, un des exemples, des croisements multiples qui ont été menés. Là aujourd'hui, ce qu'on connaît très rapidement sur les associations génétiques liées à la résistance. Donc on a plusieurs types de variétés. Des variétés qu'on considère comme monogéniques. Alors monogénique, ça signifie qu'il y a un gène de résistance majeur connu dans les variétés pour chaque maladie. Et polygénique, ça veut dire qu'il y en a au moins deux. Donc on a un ensemble aujourd'hui de variétés issues de travaux à l'étranger, qui sont parfois, le plus souvent, monogéniques sur chaque maladie, mais parfois on a une polygénie, par exemple ici dans certains croisements italiens. Les variétés Resdure, le programme résistance durable, justement, c'était l'objectif d'associer des résistances. Et ces variétés bouquets, on est toujours sur des résistances très fortes, mais qu'on considère comme monogéniques. Donc tout ça pour en arriver à la notion de durabilité de la résistance. Aujourd'hui, on considère que la résistance elle est intéressante à partir du moment où elle ne va pas s'éroder dans le temps, c'est-à-dire où le parasite qu'elle est censée contrôler ne va pas s'adapter, c'est-à-dire qu'il existe une grande diversité génétique dans le milieu et dans l'oïdium, en particulier dans leur région d'origine en Amérique du Nord. On a des gènes de résistance qui sont aujourd'hui considérés comme des trésors, qui sont rares, en nombre limité. Alors on connaît aujourd'hui 10 locus de résistance à l'oïdium et 14 au mildiou. Et ce qui est encore plus rare sont les résistances très fortes ou totales, c'est-à-dire qui ne permettent pas aux parasites de fructifier et de se repliquer, par exemple dans le cas de mildiou. Là, on est sur des gènes, des locus qui sont très rares et qui sont les plus précieux, puisqu'on sait qu'une résistance partielle, qui permet aux parasites quand même de fructifier et de progresser, de se reproduire, elles sont petit à petit forcément érodées, parce que le parasite il devient de plus en plus virulent, s'adapte, et on a une érosion de cette résistance. Érosion et contournement, qui ont déjà été largement observés, en particulier sur des gènes qui courent depuis longtemps dans les anciens hybrides, qui étaient tolérants au milieu à l'oïdium, enfin c'est plutôt des résistances partielles, et aujourd'hui on a des gènes qui sont complètement contournés par certaines souches de milieu et d'oïdium. Donc la stratégie pour ça, on sait que l'association de plusieurs gènes de résistance dans une même variété, c'est un des facteurs évidemment qui permet d'augmenter, d'assurer une durabilité de cette résistance. C'est pas tout, parce qu'on a aussi des systèmes de culture qui sont capables d'apporter un niveau supplémentaire à cette résistance. En particulier, peut-être assurer
un minimum de couverture pour limiter un petit peu l'installation de populations de milieux ou d'oïdium qui risqueraient de contourner, même si la probabilité est faible, mais qui risqueraient de contourner par accident de gènes de résistance. Donc on a un ensemble de systèmes de culture qui contribuent à cette durabilité. Évidemment, comme disait le regretté Alain Bouquet, il faut que les cépages résistent à tout, sauf aux consommateurs. Donc c'était, j'ai entendu dire ça. La qualité, évidemment, de ces variétés, elle doit se rapprocher, voire être équivalente de ce qu'on connaît aujourd'hui avec nos cépages. Donc l'objectif d'Alain Bouquet, qui a mené beaucoup de croisements, ça a été de rétro-croiser régulièrement un certain nombre de fois avec Vitis vinifera, différents cépages, pour obtenir une gamme de variétés qui soit le plus proche possible de ce qu'on connaît en termes de qualité. Donc l'objectif aujourd'hui, là je vous parle de la stratégie Fin français, c'est d'avoir rapidement une trentaine de variétés, de nouvelles variétés susceptibles de s'adapter aux conditions de production des différentes régions en assurant un bon niveau quantitatif et qualitatif. Voilà. Et qui permettent, avec une gamme, évidemment, de s'adapter à différentes zones climatiques, enfin en tout cas au moins celles qu'on a sur notre territoire. C'est ce programme de création, qui est un programme participatif, qui a fait intervenir les collègues allemands, et un peu plus tard aussi, plus récemment, les collègues suisses de Changin. C'est un processus qui a démarré il y a très longtemps. Les premiers croisements d'Alain Bouquet, c'était en 1974. Donc la première série, aujourd'hui, qui arrive à l'inscription, on va y revenir, c'est la série Resdur numéro 1, qui inclut les variétés INRA issues de Muscadina rotodifolia et de Vitis vinifera, nos cépages, avec le Regens, par exemple, des variétés issues d'anciens hybrides recroisés récemment par les collègues allemands. Ça, c'est la première série. La deuxième série, même sur le même principe, avec un autre organisme en collaboration avec un autre organisme allemand, qui inclut des gènes d'origine asiatique, pour varier un petit peu le système de résistance, ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc ça, c'est la série Resdur 2, dont la dernière phase d'évaluation a été plantée l'an dernier. Donc d'ici 4 à 5 ans, peut-être les premières variétés à l'inscription sur cette série. La série Resdur 3, qui elle associera au moins 3 gènes de résistance au milieu à l'oïdium, là en collaboration avec l'agroscope Changin, donc les collègues suisses qui associent donc là aussi des gènes de résistance d'origine asiatique et vitis américaine et toujours Muscadina rotodifolia. Voilà la garniture génétique en gros connue de ces variétés. Vous voyez ici 3 gènes de résistance à l'oïdium et au milieu pour la série Resdur 3, que l'on pense là très robuste en termes de résistance à ces deux parasites. Tout ça pour dire que, voilà, arriver à cette série-là, c'est un processus de longue haleine qui inclut des croisements, des sélections, des tris, etc. 50 ans de travaux depuis les croisements d'Alain Bouquet, et beaucoup plus si on revient aux anciens hybrides qui ont servi quand même de base au départ, au recroisement, puisqu'il y avait déjà des choses qui avaient été faites, les anciens hybrideurs, coup de RCL, etc. Leur héritage a quand même pesé lourd. Donc 50 ans de travaux. Pour la version moderne, on peut rajouter quasiment 100 ans de plus si on inclut les premiers travaux des hybrideurs. Voilà. À partir du moment où on est à ce stade ici, ici on a donc une population à évaluer. Et la dernière lame, c'est 15 années à peu près à partir de la réalisation du dernier croisement, 15 années de sélection, de tri et d'évaluation avant d'arriver ici à l'inscription de variétés au catalogue proposition de variétés au vignoble. C'est là où on est aujourd'hui pour la série Resdur. Voilà. Donc ça consiste rapidement à partir d'un pied, puisque chacun fait des lignées de semis. Un programme, c'est à peu près 2000 pépins. Sur ces 2000 pépins, à la fin, on va sortir 4 ou 5 variétés. 2000 pépins qui sont tous des frères, mais qui sont tous différents. Et donc, une sélection qui permet d'enlever tout ce qui ne fait pas de raisin. Il y a des pieds femelles qui sont très peu fertiles, il y a des tares aussi qui se baladent dans la vigne. Sélection intermédiaire qui permet là aussi de juger des critères un petit peu plus fins sur la régularité de la production
sur la qualité, etc. Et à la fin, quelques dizaines, enfin, entre 10 et 15 variétés, hein, en réseau, là, en série un peu plus grande, les réseaux VATE, avant d'arriver à l'inscription de 4 ou 5 par série. Bon, voilà, ça c'est l'illustration des sites d'évaluation qui sont placés un petit peu partout en France, dans différentes régions climatiques, différentes conditions de culture, qui permet un petit peu d'avoir des données agronomiques et qualitatives sur les variétés. Donc le programme ADC qui inclut beaucoup de partenaires et qui est coordonné par l'INRA. Le protocole pour chaque variété, c'est qu'il y a au moins 2 sites d'évaluation avec des témoins régionaux sans traitement fongicide, puisque les variétés qui sont développées dans le cadre de ce programme ont été vérifiées insensibles ou quasiment très fortement résistantes au Midwalloidium, puisque associant au moins 2 gènes de résistance à ces maladies, dont un très fort au total. Voilà. Donc on est ici, c'est-à-dire tout à fait en bas de l'entonnoir pour la série Résidure 1. On a installé les parcelles de sélection finale pour la série 2 et pour la série 3, on est à 1 an ou 2 d'installer les premières parcelles d'évaluation finale. Donc tout ça pour dire qu'on est quand même là maintenant, on se rapproche d'une partie de l'objectif. Voilà, bon, 4 variétés dans un premier temps qui vont être proposées. Donc 2 variétés blanches et 2 variétés rouges. Donc des caractéristiques un petit peu différentes, c'était l'objectif d'avoir des choses. La J134, qui est une variété relativement assez productive, qui est plutôt capable de donner des vins dans la série fruitée léger, et l'IJ58, ils auront des noms. Pour l'instant, les noms ils seront définitifs pour au moins l'inscription, évidemment, parce que ça, c'est pas très sexy, l'IJ58 comme appellation. Donc, le J58, c'est des vins beaucoup plus tanniques et concentrés, et 2 variétés blanches, le Col 2007 qui est plutôt aromatique sur la série qui est capable de produire des thiols, et le Col 2011 très productive, une base assez intéressante, mais qui n'est pas aujourd'hui capable de caractéristiques aromatiques très marquées. Voilà. Avec tout ça, évidemment, résistance très élevée au milieu et total à l'oïdium. Un exemple, puisque une de ces variétés a été installée dans un essai système à Bordeaux, la variété IJ134, donc, qui a permis de l'intégrer dans un ensemble de pratiques pour comparer différents systèmes avec celui qui nous intéresse ici, avec cette variété, avec la résistance variétale, sans traitement fongicide au départ, excepté petit à petit la mise en place de traitement pour le black rot. On va y revenir. Parce que, malheureusement, la résistance au Midwalloidium n'inclut pas une résistance croisée aux autres maladies. Voilà. Donc voilà, bon, ça c'est l'essai qui permet de vérifier qu'ici on est à un IFT très faible, puisque le traitement fongicide était très faible, voire inexistant au début de l'essai. Donc voilà, c'est simplement la validation dans un modèle que c'est une stratégie qui est gagnante, mais enfin il n'y avait rien de nouveau, sachant que Midwalloidium c'est plus de 80% pour être gentil, des traitements antifongiques en ligne. Voilà. Une nouvelle étape qui est en cours maintenant, c'est de s'approcher un petit peu, de répondre à des besoins spécifiques des vignobles, des typicités régionales, c'est-à-dire des programmes qui sont directement engagés avec les interprofessions pour réaliser des croisements, faisant intervenir des variétés emblématiques. Pour la Champagne, c'est le Chardonnay, pour Bordeaux, évidemment, on va travailler avec le Cabernet Franc et le Petit Verdot, recroiser avec des variétés polygéniques, dans le but d'obtenir des variétés durablement résistantes qui s'approchent un petit peu de caractéristiques régionales. Et là, à terme, à très long terme, c'est vraiment peut-être envisager un jour d'avoir des variétés nouvelles qui puissent intégrer certaines appellations. Alors là, le programme a à peine démarré, donc toutes les régions commencent à réfléchir à mettre en place ce genre de programme. Donc j'ai en cours, par exemple, avec la Provence pour des variétés rosées, par exemple. Pour ne pas parler que des travaux français, puisque vous allez le voir aujourd'hui, on a à disposition un certain nombre de variétés étrangères également.
Donc, à savoir, c'est que 12 variétés étrangères ont été classées depuis peu de temps, au mois de mars et au mois d'avril. Un petit rappel par rapport à ça, par rapport à la réglementation, parce qu'on ne peut pas, je suis désolé, on ne peut pas s'en passer. Depuis quelque temps, pour se mettre en conformité avec les textes européens, la France a dissocié deux notions qui sont le classement vitivinicole et l'inscription au catalogue. Donc l'inscription au catalogue autorise le matériel à la multiplication dans les pépinières, autorise la circulation du matériel, et le classement détermine finalement l'autorisation de l'utiliser pour faire du vin en particulier. Ça c'est le classement vitivinicole, possibilité de commercialiser le vin, de déclarer de commercialiser du vin. C'est quand même assez essentiel. Le classement, une spécificité qui a été récemment mise en place en France, peut aujourd'hui être définitif, c'est-à-dire qu'on décide définitivement de classer une variété comme raisin apte à faire du vin, ou temporaire, en fonction de quelques interrogations ou de compléments d'acquisition de référence qui semblent nécessaires aujourd'hui au pouvoir public. Le classement temporaire en distingue deux autres cas. Est-ce que la variété a été complètement administrativement et techniquement décrite? C'est l'examen de DHS, distinction, homogénéité, stabilité, je ne vais pas m'étendre, mais ça veut dire que la variété est présente en collection de référence, qu'elle a été décrite, et que, en cas de litige, on a toutes les données nécessaires pour la reconnaître et certifier qu'il s'agit de cette variété. C'est un classement qui est fait par des experts, en phélographes, et en fonction du fait que ce classement, cette distinction homogénéité stabilité soit faite ou pas, le classement temporaire permet soit d'autoriser à la plantation jusqu'à 20 hectares de la variété par bassin de production, sur les différents bassins français, ou si cette DHS n'est pas faite, c'est-à-dire que le dépôt de la variété n'est pas fait dans la collection de référence, les examens techniques ne sont pas faits, etc. Là, on n'est plus qu'à 3 hectares autorisés au niveau national. Voilà, c'est deux distinctions quand même à connaître. On en est là pour certaines variétés sur le classement temporaire, vous allez le voir. Et donc, chaque bassin a sa responsabilité de mettre en place ces 20 hectares maximum par bassin. Donc là, ce sont les interprofessions qui commencent à prendre en main ces demandes. Vous avez sûrement reçu, pour les producteurs, une demande d'intention émanant de l'interprofession pour vous positionner pour certaines plantations. Ce qui aujourd'hui est un petit peu freinant, évidemment, c'est la disponibilité des plants. Ça, on va y revenir, parce que une variété qui commence à se développer, il faut commencer à installer des vignes mères. Dans un premier temps, il y a un régime transitoire de multiplication sous catégorie standard, sachant qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est classement temporaire, il n'y a pas d'aide à la plantation. Sur une décision du Conseil spécialisé de France Agrimaire, à ma connaissance, il n'y a pas eu de décision dans ce sens. Donc pas d'aide à la plantation. Et les parcelles, établir une liste de parcelles qui doit être recensée et validée par un arrêté ministériel. Donc c'est quand même assez propre. Donc ce qui a été demandé aujourd'hui, situation demande en 2016 par la profession viticole en France, par les différentes interprofessions, 24 variétés étrangères, 5 variétés issues des programmes RESDUR qui sont prêtes pour l'inscription, et demande de classement temporaire pour 7 variétés anamouquées, on va y revenir, donc dont certaines vous pourrez les déguster tout à l'heure. Ce qui a été obtenu depuis le 19 mars, voilà la date que je cherchais, le 19 mars 2017, ce qui a été publié, c'est que 12 variétés étrangères donc, ont bénéficié d'un classement définitif, étant inscrites sur des catalogues étrangers, étant décrites, les examens étrangers étant bons, etc. Donc 12 variétés sont aujourd'hui plantables sans IG, mais a priori sans limitation. 3 variétés, décidément, issues des programmes RESDUR, sont inscrites en classement temporaire et devraient être définitivement classées, de même qu'un 4e qui sera classé, deuxième blanche qui sera classée probablement fin d'année, début d'année prochaine. Voilà aujourd'hui où on en est en termes de possibilités de plantation.
Un petit mot sur ces 12 variétés, parce qu'on s'est quand même un petit peu intéressé, vu la difficulté de trouver du matériel, y compris en Allemagne, de certains de ces cépages, aux surfaces plantées en Allemagne. Ça, c'est un aparté, c'est moi qui l'ai rajouté dans le diaporama. Nous avons fait un petit peu le recensement des surfaces. Alors, l'année d'obtention des variétés en Allemagne et en Italie, et en Suisse, hein, et les surfaces aujourd'hui plantées. Il y en a très peu. Et encore moins en multiplication, ce qui explique aussi la difficulté de se fournir en matériel végétal, sauf quelques cas particuliers, comme le sous-vinaigre où il y a quelques lignes. Donc, bon, c'est inscrit, mais il est peu probable que dans un premier temps, il y ait un gros accès à ces variétés-là, étant donné aussi que dans leur pays d'origine, elles sont pour certaines quasiment pas plantées. Pour accompagner ces démarches, et étant donné ce que je vous disais au début concernant les interrogations sur le contournement et les risques de contournement de certains gènes de résistance, il a été décidé d'établir un réseau d'observation. Un réseau d'observation à la fois des pratiques culturales et de la tenue pour différentes maladies de ces différents types de variétés résistantes. Là, ça concerne toutes les variétés résistantes. Donc cet observatoire s'appelle OSCAR. Donc l'objectif, c'est de suivre un petit peu l'évolution, la dynamique des populations de mildiou et d'oïdium sur un certain nombre de réseaux de parcelles, vous allez le voir, de s'intéresser aux maladies secondaires, parce que quand on se met à ne plus traiter le mildiou et l'oïdium, immédiatement tout ce qui est maladies secondaires, qui était autrefois maîtrisé par les actions secondaires des antimildiou et des anti-oïdium, alors je parle de Black Rot, dans le premier chef chez nous, d'anthracnose éventuellement, de Brenner, peut-être d'autres, ne parlons pas de l'exfoliose également, ne l'oublions pas plutôt, donc risque de se redévelopper tout d'un coup. Donc le souci, c'est aussi d'observer la sensibilité aux maladies secondaires de ces variétés-là. Et de partager un petit peu, d'observer les expériences pour partager les modes de culture les mieux, qui seront déterminés comme les mieux adaptés à telle ou telle variété. Dans le Gers, il y a un essai qui a été mis en place avec des variétés résidures concernant la méthode de production en cordon libre, taille en cordon libre, très productive, etc., adaptée à des vins sans IG type Gascogne, voilà, par exemple. Et l'objectif, c'est d'initier effectivement un réseau qui permette de faire remonter du terrain, en associant fortement les viticulteurs, l'ensemble des données qui participent à la connaissance de tout ça. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ça concerne toutes les variétés, ça concerne des vraies parcelles de production, c'est fixé 20 arts minimum par parcelle, pas de micro-parcelles, pour avoir quelque chose un petit peu significatif, dans toutes les régions de France, donc une grande diversité de situations, avec tous les systèmes de culture possibles, pas de limite en termes de système de culture. Voilà. Donc, la surveillance d'abord, elle concerne en premier chef les risques de contournement, et en particulier pour les variétés qu'on suppose ou qu'on sait monogéniques, donc prélèvement d'échantillons, mise en culture, détermination des souches, identification de souches éventuellement de mildiou, évaluation de la virulence des souches, etc. Donc là, il y a tout un protocole d'échantillonnage, le tout en ayant la pression parasitaire qui est mesurée, puisqu'on demande des témoins non traités, si possible, à côté des parcelles. Voilà, qui sont quelques souches. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous disiez, c'est le monitoring un petit peu de l'évolution, comment dans une population de mildiou, c'est un ensemble de souches avec une diversité génétique, et l'objectif, c'est de surveiller un petit peu si le développement un peu en masse de ces cépages, ce que ça induit en termes de dynamique des populations et de sélection plus ou moins de certaines souches. Voilà. Ça, c'est un travail absolument essentiel pour observer la diversité, la diversité de ces populations, leur virulence, l'agressivité des pathogènes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est aussi échanger un petit peu sur les comportements agronomiques, tout ce qui est vraiment les faits culturaux inhérents à ces variétés, que pour certaines, on ne connaît que par l'intermédiaire de quelques parcelles d'essai, voire pour les cépages étrangers, de quelques retours d'expérience, parfois, vous l'avez vu, très peu développés. Et tout ça mis en relation entre ces itinéraires techniques et l'évolution des pathogènes, la sensibilité aux maladies, y compris aux maladies secondaires. Voilà. Alors bon, je vais vous passer un petit peu sur les outils, c'est un ensemble de protocoles
un ensemble de moyens d'échange, de réseaux de diffusion, parce que le but c'est d'aller à la fois vite en termes d'acquisition de références et de mise à disposition des données. Première campagne Oscar cette année, sur un certain nombre de cépages, on a déjà observé un développement inquiétant de l'oïdium. Mais bon, c'était des cépages, on supposait que l'oïdium que le gène était déjà contourné. C'est pas nouveau, mais bon, l'objectif, ça va être rapidement de mettre à disposition les retours d'expérience, pas en temps réel, parce qu'il faut quand même les traiter, les résultats, mais enfin le plus rapidement possible. À la fois l'acquérir de façon fiable avec des protocoles communs et le mettre à disposition par tous les moyens modernes possibles. Voilà. Alors l'organisation, c'est que dans chaque région, je l'ai dit, il fallait une grande diversité de conditions pédoclimatiques. Dans chaque région, il y a un noyau avec des responsables régionaux qui sont fédérés par l'équipe qui est coordonnée par l'INRA de Bordeaux, Laurent de Guerre, et un comité de pilotage scientifique qui là, traite les données, observe et à la limite digère l'information et à la limite aussi émet des avis sur la conduite des protocoles, etc. Avec un ensemble de spécialistes, ça c'est très intéressant, à la fois des agronomes, des spécialistes des maladies, des généticiens et des sociologues pour un petit peu pour l'aspect réseau, échange, diffusion d'informations. Voilà. Je pense que ça c'est une vraie chance de pouvoir, ça n'a pas toujours été le cas par le passé, associer les compétences les plus variées pour faire avancer les choses. Bon, ça, je vous l'ai dit. Le classement, je vous l'ai dit. La stratégie française, je pense que je vais terminer là-dessus, c'est clairement de privilégier le développement de variétés dont les résistances sont les plus durables possibles. C'est la stratégie RESDUR, c'est la stratégie d'association de gènes de résistance. La qualité, évidemment, c'est des choses, la diversité, la qualité des produits qui petit à petit vont se mettre en place au fur et à mesure des différentes générations de croisement. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de ne pas cramer les quelques gènes de résistance dont on dispose, et surtout ceux qui sont les plus puissants et les plus intéressants. Voilà. Là, aujourd'hui, le calendrier, pour terminer, où on en est, l'an prochain, sur la série INRA RESDUR 1, donc on devrait avoir 4 variétés et classées définitivement. La série INRA RESDUR 2, on est plutôt sur 2021-2022. INRA RESDUR 3, quelques années de plus. Ensuite, les 7 variétés monogéniques qui vont être en classement temporaire INRA bouquet, là, ça dépendra du retour d'Oscar, du retour d'expérience, parce que, justement, c'est fait aussi pour ça, c'est pour surveiller l'évolution d'éventuelles souches qui contournent ces gènes de résistance très puissants et dont on a besoin pour les autres séries. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Si tout se passe bien, si les connaissances évoluent aussi en termes d'appréciation des gènes de résistance, ils seront libérés sans problème et ils auront un classement définitif. Sinon, l'INRA prendra la décision, je pense, de les bloquer, surtout s'il y a des contournements inquiétants qui apparaissent. Voilà. C'est ce qui est écrit juste en dessous. La disponibilité en plan, très important. Les variétés qui sont en cours de classement définitif, la multiplication dans le cadre réglementaire de matériel certifié commence à être mis en place. Simplement, il faut que les lignes de pré-multiplication et de multiplication commencent à pousser. Et là, on rentrera dans le système avec les garanties sanitaires et génétiques maximales, le système que vous connaissez qui aboutit à des plans certifiés et in fine primables. Dans un premier temps, la diffusion, pour répondre aux premières demandes, elle sera faite dans un cadre de multiplication de matériel standard. Concrètement, ça consiste en prélever les greffons sur les parcelles d'essai. Alors, moindre garantie réglementaire, mais garanties techniques qui seront les mêmes que le matériel au-dessus, c'est-à-dire que tous les dispositifs où les greffons sont prélevés sont retestés par rapport au cours noué à l'enroulement. Et donc, dans un premier temps, c'est les équipes de l'IFEV, des chambres d'agriculture et de l'INRA qui s'occupent de prélever et de retester les greffons. Donc, le matériel standard qui sera livré les premières années de développement des variétés, il y aura les garanties sanitaires par rapport au virus de la vigne, qui seront les mêmes que du matériel certifié, ça on en est les garants. Voilà. Donc les quantités possibles,
le tableau a un peu dévié par rapport à ce que j'avais fait. Donc l'an prochain, à peu près 10 hectares possibles sur les premiers restes durs et 100 hectares à partir de 2019, les vignes de multiplication mises en place. Donc là, ça veut dire que très rapidement, on pourra répondre à une certaine demande. Au niveau ça du matériel standard, au niveau du matériel certifié, on est plutôt sur 2020 à 2021 pour obtenir assez rapidement des grandes quantités. Mais bon, avec le programme en matériel standard, on pourra déjà répondre à pas mal de choses, en tout cas, répondre à la plupart des demandes qui ont été remontées par les interprofessions. Au niveau des INRA, des variétés bouquets, de 2 à 3 hectares par variété pour l'année prochaine, qui sont déjà pour repartir en pépinière, et à peu près 20 hectares par variété, en fonction aussi de l'évolution du classement. Puisque là aujourd'hui on est sur des classements temporaires qui permettent que 3 hectares par variété au niveau national pour l'instant. Voilà. On peut évoluer dès l'an prochain et après très rapidement de la même façon. En fonction de l'inscription des variétés, des vignes mères seront mises en place aussi pour répondre à la demande. Voilà. Alors, vous avez, comme je vous l'ai dit, reçu les demandes, elles ont déjà été synthétisées et il va y avoir un comité de pilotage pour instruire, en fonction des demandes et des disponibilités en matériel pour 2018 et 2019, les premières plantations et fléchées de matériel, puisque pour les classements temporaires, je vous ai dit qu'il fallait que tout soit visé par le ministère. Donc c'est ce qui est en cours là maintenant, et un comité de pilotage qui aura lieu prochainement, où Eric Serrano se rendra. Voilà. Donc, pour terminer, comme je vous l'ai dit, le déploiement de ces variétés, il y a cet accompagnement qui a été mis en place parce que les questions scientifiques concernant le contournement des résistances, elles sont essentielles, elles existent toujours. La demande de classer les variétés bouquets qui ont été jugées qualitatives, par exemple, par la viticulture, elle a été entendue. Mais la question scientifique du contournement, elle demeure. Le classement temporaire, qui peut apparaître comme une lourdeur franco-française, en fait, il naît de ce constat et de cette crainte de voir contourner des trésors, comme je vous l'ai dit, des gènes de résistance qui sont des biens collectifs. Donc, se donner le temps d'observer et d'organiser par le réseau Oscar, c'est ce qui a été décidé. Il me semble pas mal parce que ça a été mis en place assez vite et que c'est d'ores et déjà très bien structuré. Voilà, c'est en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant la situation. Bonjour à vous, donc Thierry Grimaud, moi je suis responsable du domaine expérimental de Chambre d'Agriculture de l'Aude. Donc c'est un domaine de 32 hectares de vignes, une expérimentation. Nous produisons aussi de l'appellation Malepère sur des hectares. Donc c'est un domaine expérimental qui a été créé donc, en 1967, nous fêtons le 50e anniversaire cette année, et qui est entièrement voué à l'expérimentation. Donc c'est un domaine qui se trouve, j'ai vu sur la première diapo, il était après Narbonne, mais on est à l'ouest carcassonnais, donc pas loin de l'appellation Limoux. Donc sur le département de l'Aude, nous sommes dans le secteur, j'allais dire, un des secteurs les plus tardifs. Avec Limoux, 300 mètres d'altitude, donc climat un peu septentrional, pas du tout le même climat méditerranéen que le Minervois, Corbière, donc voilà. Un climat, j'allais dire, des conditions climatiques qui se rapprochent un peu des vôtres. Voilà. Alors, les cépages expérimentaux, c'est vrai que nous sommes un domaine expérimental, donc on prend les risques à la place des vignerons, puisque on a des expérimentations qui ne donnent rien, mais bon, voilà, on prend, c'est notre vocation. Prendre des risques à la place des vignerons pour donner les clés de réduction d'utilisation de produits phytosanitaires. Donc nous avons sur le domaine les cépages dont Olivier vous a parlé. Donc nous avons du Cabernet Cortis, du Prior, du Muscaris, du Souvigné Gris. Donc le classement des cépages qui ont été inscrits au classement le 19 avril 2017, donc récemment. Nous avons également de l'Allegro et du Cabernet Cantor. Le Cabernet Cantor qui n'a pas été proposé, nous avons un VATE donc depuis 2012, nous avons des résultats, d'ailleurs vous pourrez le déguster tout à l'heure. Nous avons également donc, des cépages bouquets que l'on avait implantés en 2009,
qu'on aurait dû arracher, parce qu'il fallait arracher ces cépages-là. Bon, et on a fait de la résistance, comme le village gaulois, on ne les a pas arrachés. Et ben, finalement, donc, poussé aussi par l'INRA de pêche rouge, du fait aussi du précédent, puisque les cépages, on parlait des cépages donc, de Fribourg notamment, hein, les cépages Muscaris ou Vignier, les cépages d'Esprit, certains et un grand nombre sont aussi dits monogéniques, et la recherche d'Alain Bouquet sur des cépages monogéniques, donc qui ont chez nous en 2009 une résistance, j'allais dire, totale à l'oïdium et excellente au mildiou, puisqu'ils n'ont jamais été traités depuis 2009, il n'y a jamais eu de traitement mildiou et oïdium sur ces parcelles-là. Voilà. Mais donc, ils sont un observatoire et s'il n'y a pas de contournement, peut-être on espère un classement. Et nous avons implanté aussi, donc, en 2016, 10 variétés du réseau durable Resdure 2 et également donc, du Cabernet, du Muscaris en 2015 et du Cabernet Cantor et du Sauvignon gris à ce qu'on appelle une parcelle vigneron, c'est-à-dire 35 quarts d'un seul tenant, pour évaluer quand même le comportement de ces cépages-là vis-à-vis des maladies. Puisque dans l'autre expérimentation, ce sont des blocs de 4 fois 30 souches, donc c'est quand même plus difficile, l'environnement n'est pas le même. Voilà. Bon, les photos, hein, mais ça, on a des photos aussi, et puis je vous dis, demain, nous faisons notre journée portes ouvertes au domaine de Cazes, donc si parmi vous des personnes veulent venir, c'est tous les ans et on vous invite à venir découvrir d'autres variétés, j'en parlerai après, que l'on a greffé donc en fente. Voilà. Donc le Cabernet Cortis, le Cantor, l'Allegro, le Prior, le Muscaris, le Sauvignon gris. Alors un cépage résistant que c'est, bon ça je vais faire vite parce qu'on a déjà évoqué, hein, ça n'a rien à voir avec les OGM, beaucoup nous posent la question, ah, mais est-ce que c'est modifiquement génétiquement modifié? Non, c'est une hybridation. Que ce soit, voilà, on a pris l'exemple d'Alain Bouquet, hein, qui à partir de 1974, à partir d'une variété déjà qui avait été créée, je crois, en 1919 ou 1920, c'était donc la muscadine, hein, le Muscadinium rotundifolia et un Vitis vinifera. À partir de là, donc, il a rétrocroisé des vinis, des vinifera. Donc pour arriver au 6e rétrocroisement, donc sur des variétés que l'on appelle, nous, typées cépages, notamment typé Grenache, parce que le dernier rétrocroisement fait intervenir un vinifera typé Ferservadou, typé Chazal. Voilà. Et ces variétés, donc, 40 ans, ben, nous avons quasiment 99% du Vitis vinifera. Donc, qualitativement, on se rapproche énormément, très étroitement, des cépages des Vitis vinifera. Bon, les hybrides allemands, ça c'est l'arbre généalogique, mais avec apparemment, il y aurait quelques erreurs sur ce tableau, hein, ça serait pas, on ne connaît pas obligatoirement tous les parents. Alors, bon, ça on en a parlé, hein, hybride Alain Bouquet, apparu en 1974, je vous l'ai dit, supérieur à 98% de Vitis vinifera. Donc nous, au domaine, aucun traitement depuis 2009, aucun traitement oïdium mildiou et aucun symptôme observé d'oïdium et quelques taches de mildiou mais qui ont été bloquées, donc qui n'ont pas progressé, quoi. Voilà. Donc les Resdure, bon, ça a été planté en 2016, donc on n'a pas de référence. Et Fribourg, donc, qui sont apparus dans les années 80. Donc là, nous, on est entre un bloc à 0 traitement, et à partir de 2017, on avait 0 traitement de 2012 à 2016 et un traitement, et à partir de 2017, 0 traitement un bloc et 2 traitements sur les blocs suivants. Et donc là, c'est là où résistance a priori monogénique, comme pour les hybrides d'Alain Bouquet. Alors l'objectif est bien sûr de valider leur résistance au mildiou et à l'oïdium. Donc on a comparé aux témoins chardonnay pour le Muscaris et le Sauvignon gris, et le merlot. Bon, le chardonnay, un cépage très sensible à l'oïdium, hein, chez nous, enfin, je pense ailleurs aussi. Et donc le merlot, donc, comparé au Cabernet Cortis et au Cabernet Cantor. Voilà. Et donc 4 répétitions, 30 souches par répétition, et bien sûr, bon, c'est un essai qu'on appelle VATE, hein, pour évaluer leur valeur agronomique, technologique et environnementale.
Voilà, puisque c'est à partir de ce dispositif qu'on peut proposer les cépages à l'inscription. C'est une obligation de passer par un carré latin, ce dispositif VATE. Voilà. Minimum, je crois que c'est 3 répétitions de 30 souches. Et bien sûr, nous, sur le domaine de case, on peut vinifier entre 80 et 120 microvinifs à la cave expérimentale. Donc on les a bien sûr vinifiés, cela depuis 2014, et les hybrides Alain Bouquet, qui avaient été laissés de côté parce que monogéniques, on les a vinifiés à partir de cette année. Bon, il y a eu déjà une première vinification en 2011, mais bon, on avait laissé tomber parce que c'était pas d'actualité, quoi. Donc je vous l'ai dit, à partir de 2012 à 2016, un bloc à 0 traitement, 3 blocs, un seul traitement anti-mildiou, anti-oïdium. Ça c'est pour l'expérimentation VATE, les hybrides allemands. À partir de 2017, toujours le même bloc à 0 traitement et 3 blocs à 2 traitements. Là on est on appelle nous raisonné, donc conventionnel, et il y a une partie de l'expérimentation qui est en bio pour le Prior et l'Allegro qui ont été plantés en 2014. Et on est sur on le verra après la décomposition, au niveau des interventions, on est sur une baisse minimum de 60% des IFT. Donc là, quand on parle du plein éco-phyto, 50% de réduction en 2025, on a déjà les 2 pieds donc, dans le plein éco-phyto. Voilà. Les hybrides allemands, bon, ça c'est les photos de bain de case, donc le Muscaris, le Sauvigné gris, le Cabernet Cortis, le Prior qu'on va récolter pour la première année, pour la première fois. On l'a vinifié chez les pépinières Calmette, qui sont partenaires de l'Institut de Fribourg, et c'est eux qui nous avaient fourni les plants pour nos plantations. Donc le Prior que vous allez déguster, on a vinifié 19 souches, donc c'est pour ça qu'on a mené une bouteille de 3 quarts et une bouteille de demi. On n'a pas de stock important, donc il n'a pas été vinifié au domaine de case, mais chez les pépinières Calmette, et on prendra le relais de nous en 2017, donc ces vendanges, on les vinifiera sur le domaine. Voilà. Et le Cabernet Cantor, et l'Allegro. Alors je reviens, c'est vrai que le Muscaris au niveau technique, donc au niveau port le Muscaris, oui, le premier, bon, ça a quand même un port au tomba, il faut le signaler, on dirait un peu des Américains, comme le Cabernet Cantor, un port assez retombant, assez vigoureux, et donc assez difficile à palisser. Et pareil donc pour le Cabernet Cantor, c'est très vigoureux et un port qui est vraiment retombant. L'Allegro aussi, donc Manon, qui est aussi moins quand même que le Cantor, mais il a un port retombant, alors que le Cabernet Cortis a un port droit qui fait penser au Cabernet Sauvignon. Alors les résultats des cépages, donc d'abord les résultats des cépages allemands, donc Institut de Fribourg. Donc en 2016, on a une très bonne résistance à l'oïdium. Vous voyez donc sur feuille le chardonnay, en fréquence et en intensité. Alors là, c'est tous les 4 blocs confondus. Donc il y a le bloc à 0 traitement où on ne l'a pas vendangé, avec plus de 90% d'oïdium sur grappe, donc on l'a coupé, on l'a laissé par terre. Et les blocs donc, qui ont été traités une fois, puisqu'en 2016 il y avait un seul traitement. Donc ça c'est une moyenne sur l'ensemble des blocs. Voilà. Sur feuille, le merlot, donc on n'avait pas grand chose. Et en intensité, on avait un peu d'oïdium en 2016. Bon, ça n'a pas été une année, ça a été une des années. Moi je suis à la chambre depuis 1987, je crois que ça a été une année où on a eu la pression oïdium la plus faible de ces 30 dernières années, sur ce secteur-là. Ensuite sur grappe, bon mais là sur grappe le chardonnay il ne pardonne pas, ce que je vous ai dit, là c'est un des cépages les plus sensibles, donc très très touché par l'oïdium. Le Muscaris, donc en fréquence on était à peu près à 27%, mais en intensité, on était sur des traces d'oïdium. Voilà. Le Sauvigné,
On était sur des traces sur grappe en fréquence, quasiment rien d'intensité, enfin, négligeable. Le merlot, donc là, on était sur des traces aussi en intensité. Le cortis, comme souligné, donc en intensité, oïdium négligeable sur les grappes. Donc quand même une bonne résistance de ces cépages-là, en sachant qu'il y a un bloc qui n'a pas été traité. Voilà, du tout. Ensuite, donc 2014 et 2015, bon, 2014, première année de production, donc là nous avions fréquence d'oïdium sur grappe, donc 2014, bon, mais par rapport au stade phénologique, si on prend la véraison, donc le merlot avait quand même une fréquence importante, une intensité autour de 10% en 2014. Le chardonnay sur grappe, la véraison, on était à plus de 60%, pareil, 4 blocs confondus. Le muscaris, on était autour de 20% en intensité à la véraison, et le sauvigné gris qui était autour de 2%. Donc négligeable, et le cabernet cantor, cabernet cortis, très peu d'oïdium, quantité négligeable. En 2014, une année difficile. Ensuite, 2015, bon, sur grappe, donc le chardonnay, pardon, sur grappe, intensité, voilà, on était à 60%, et là par contre, en intensité, muscaris, on était quantité négligeable, cantor, rien, pas de symptômes, cortis, souvigné, quelques traces, mais sans aucun problème, quoi, aucune conséquence. 2015 sur grappe, donc véraison, merlot autour de 40%, en fréquence, le cortis autour de 12-13%, le chardonnay en fréquence près de 90%, le muscaris 10% et le sauvigné, donc on était à 2-3%, et en intensité, bon, on retrouve le chardonnay, le merlot très peu, et ensuite tous les autres cépages négligeables. Voilà. Et au mildiou, le mildiou en 2014, il n'y a pas eu grand-chose. 2015, on est une année, comme cette année en 2017, nous, j'allais dire, béni des dieux, puisqu'on a très peu de mildiou, même dans l'ouest audois, avec le Linuxin qui est quand même, qui connaît une pluviométrie un peu plus importante, mais là, cette année, donc, on a une année, j'allais dire, facile, en matière de mildiou et pression moyenne en ce qui concerne l'oïdium. Donc, mildiou 2016, donc voilà ce que l'on peut dire. Sur feuille, chardonnay, on était en fréquence. Non, sur feuille, pardon, on était autour de très peu, parce que l'échelle est quand même 5%, merlot, on était à près de 8%. Et sur grappe, donc, on avait quasiment rien, si ce n'est quelques grappes, quelques grains touchés sur le merlot, un peu sur chardonnay, mais sur les autres cépages, on a une très bonne résistance, que ce soit le muscaris, le cortis, le sauvigné et le cantor. Donc 2014, 2014 en merlot, une fréquence autour de faible. 8 et on retrouve donc l'intensité, après le reste pas de symptômes. Voilà, donc des années quand même relativement faciles. Bon, les autres maladies, c'est vrai que nous on a quand même on a observé sur les hybrides allemands donc de la gale phylloxérique, donc il y a quand même une sensibilité importante, notamment l'Allegro 2017 où il y a quand même de gros problèmes de gale phylloxérique. Voilà. Ça c'est une observation que l'on a faite cette année. Bon, on a également fait des analyses foliaires, puisque nous avions sur le cabernet cantor des symptômes de carence visibles. Alors on ne voit pas bien, mais il ressort donc des
carences en potasse sur des analyses donc, pétiolaires que l'on a faites cette année, et également un problème de manganèse qui est souvent lié. Disons qu'avec des carences potassiques, on a une expression plus importante des carences en manganèse. Donc ça c'est bien marqué sur tous les blocs sur les 4 blocs de Cabernet Cantor. Par contre, Merlot, on a également une carence en manganèse, mais comme on a un taux de potassium qui est normal, il ne présente pas très peu de carence. Voilà. Donc c'est vraiment coupé au couteau, et chaque année, le Cabernet Cantor, depuis 2014, on a donc on constate ces carences-là. Ensuite, sur la parcelle, bon, les chênes, la parcelle des chênes, c'est la parcelle Prior donc, qui a été plantée en 2014. Donc là, ce sera la première année de production cette année. Pareil, on a des symptômes de carence forts. Par contre, donc, en potasse, magnésie, sans pour autant avoir des quantités relativement faibles. Donc il y a quand même une expression des symptômes assez importante à ces éléments. Et Merlot, donc pas de carence visible avec les mêmes données, quoi, en potasse et magnésie. Voilà. Bon, on a voulu faire des analyses pétiolaires pour essayer de comprendre, il y a des cépages qui présentent des symptômes différents pour les mêmes données. Ça, bon, on le savait, mais c'était vraiment pour vérifier ces données-là. Alors les conséquences, c'est vrai que répartition des coûts d'intervention hectare, donc on a ce qu'on appelle les traitements, les interventions phytosanitaires sur ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire en conduite conventionnelle mais raisonnée. Donc là c'est la première colonne. Ensuite, l'INOBio, donc c'est une conduite en agriculture biologique et moins 50% des IFT. Donc là, on a respecté 50% des IFT. Alors vous allez me dire, c'est un peu tronqué parce que dans la partie bio, on a des cépages résistants. Donc effectivement, ils ont eu 2 traitements et on en est resté là. 2 traitements, buis, bordelaise disper et sous-formidable, microcure. Ensuite, donc, un IPM, ce qu'on appelle ces conduites conventionnelles, 50% des IFT, et VATE, donc cépage résistant conduite en AV, puisque ces 2 traitements annuels, bon, on retrouve les mêmes données. Bon, bien sûr, des économies de main-d'œuvre, d'utilisation de matériel et de produits, sans perte de récolte, puisque vous avez vu sur les récoltes précédentes, des quantités négligeables, donc des traces d'oïdium et quasiment pas de milieu sur ces cépages-là. Voilà. Alors, Vantage 2015, donc ça a été la partie analytique. Sur le Merlot, donc on l'a rentré le 10 septembre, 16 grammes par souche, rendement 2,2 kg. Le Cantor, on l'a rentré le 2 septembre, 2,61 kg, donc grammes par souche 22. Le Cortis, on l'a rentré également le 2 septembre. Là, avec un rendement plus faible, 13 grammes per kilo 67. Pour les blancs, donc le chardonnay, on l'a rentré le 2 septembre, 1,77 kg. Muscaris, le 24 août. Alors là aussi, je vais en parler parce que c'est vrai que c'est un cépage qui, on va le voir, qui est très alcooligène et qui monte très vite. Et cette année, on a prévu de le rentrer, on a à peu près 15 jours d'avance par rapport à 2016 et 1 ou 2 jours d'avance par rapport à 2015, donc on va le rentrer peut-être le 16 ou le 17 août. Donc chez nous, Ouest Audois, un des secteurs les plus tardifs. Alors moi, il y a des gens de l'Hérault qui sont venus avant-hier, qui souhaitent implanter dans des zones très chaudes. Ça sera bon pour vendanger fin juillet, début août, et après il faut voir les arômes aussi que l'on peut avoir sur des blancs. Ouais. Voilà, donc attention à des implantations dans des zones très précoces, parce que c'est des cépages qui ont été obtenus donc, pour des pays plus froids, donc un cycle végétatif plus court, et une précocité chez nous qui est quand même déjà, c'est plus précoce qu'un chardonnay qu'un pinot noir. Voilà. Et le Souvillier qui est toujours avec un rendement supérieur, donc 3 kg en 2015. Donc vendange 2016, donc une année, j'allais dire, normale,
normale, un peu tardive chez nous. Donc Merlot 20 septembre, donc 3,4 kg, une année où les Merlots n'ont pas du tout coulé avec une bonne production de Merlot. Le Cantor à 2,16 kg, le Cortis à 2,35 kg. Et là aussi, le 5 septembre, on a rentré le Cortis à 15 degrés 9. Le 5 septembre, donc chez nous. Voilà. Et le Cantor à 12 degrés 89. Enfin, vous aurez des données quand vous les dégusterez. Et les blancs, donc le chardonnay 1,59 kg, le muscaris le 5 septembre à 2,15 kg, et là on est à 16 degrés en cuve. Donc là aussi on a pris en 3 jours 1,8 degré. On voulait le vendanger le jeudi, on l'a reporté au lundi. Il était à 14,4, 14,5, on l'a rentré en cuve, il était à 16 degrés. Voilà. Donc ça va très vite. Et le Souvigné, bon, toujours plus productif, le 8 septembre. Bon, là on a fait 2 maturités par rapport à l'acidité, parce qu'on des cépages quand même le Souvigné est très acide, donc une première maturité et une deuxième maturité 8 jours après. Voilà, que j'ai amené aussi, que vous pouvez déguster. Dans les qualités organoleptiques, sur 2015, donc on le voit, donc sur les degrés, le Souvigné et le Chardonnay qui sont sur les mêmes bases, par contre le Muscaris qui continue à monter, une courbe droite et ça n'arrête pas, quoi. Donc on peut arriver facilement à 17-18 degrés si on laisse mûrir. Bon, les acidités, bien sûr, inversement, on retrouve pareil, le Chardonnay, le Souvigné, bien sûr, qui est beaucoup plus acide, on retrouve cette corrélation, et le Muscaris et le Chardonnay sur les mêmes bases. En 2016, on retrouve pareil, la courbe verte, Souvigné et Chardonnay, et le Muscaris toujours, qui grimpe et qui grimpe et qui grimpe. Voilà. Donc, tenir compte dans les plantations, par rapport au climat et aux zones d'implantation. Et pareil, bon, les acidités, on retrouve toujours le Souvigné, mais vous le verrez, c'est un cépage qui est quand même très très acide, et donc même à des degrés de 13,5-14, l'acidité est présente et cache des fois l'alcool. Voilà. Donc Muscaris, fort potentiel d'accumulation des sucres et faible acidité. Souvigné, vitesse d'accumulation des sucres comparable au Chardonnay et forte acidité. Et pour les rouges, pareil, donc le Cortis qui se détache chez nous, alors qu'il est donné en Allemagne sur à peu près les mêmes caractéristiques. Nous, dans notre secteur, dans notre zone, le Cortis qui arrive toujours avec un degré qui est plus précoce que le Cantor. Donc degré, bon, acidité, on retrouve quand même des acidités supérieures au Merlot. Et donc en 2016, on retrouve toujours le Cabernet Cortis qui monte un peu comme le Muscaris, qui est très alcooligène, et il n'y a pas de palier. Voilà. Ça monte très vite en fin de maturité. Voilà. En 2016, bon, les acidités, on retrouve toujours alors là par contre le Merlot et les acidités qui ont chuté sur le Cortis et le Cantor, mais c'est par rapport aussi au degré, puisque le Cortis était quand même à 16 degrés, le Cantor un peu moins, donc là on a une chute d'acidité plus importante que les autres années. Bon, résultat de dégustation, on retrouve du volume et du gras sur le Muscaris, une sucrosité, les thèmes qui se dégagent, la ligne qui se dégage, c'est des fruits exotiques aussi sur le Muscaris. Alors là, on avait fait deux vinifications sur le Muscaris. Donc on avait fait deux époques de maturité avec des typologies différentes en fonction des vins. Bon, le Souvigné gris, qui a une très bonne vivacité, acidité. Ça c'est constant sur le Sauvigné gris. Donc c'est quand même intéressant dans les assemblages. Et le Chardonnay, on retrouve la vivacité, un équilibre sur le Chardonnay, avec moins de pointes et de pics. C'est plus linéaire. Pour les rouges, on a un Cabernet typé confiture sur un Cabernet Cortis, c'est très fruit rouge. Donc vous verrez le 2016 que j'ai amené. C'est vraiment des nez
de fruits rouges, de cassis, c'est très très fruité. Le Cabernet Cantor est un peu plus, j'allais dire, un peu plus discret, mais on retrouve toujours des nez confiturés aussi. Un volume, c'est par contre, alors l'astringence, ça c'est une dégustation des 3 années, des 3 millésimes, mais sur 2016, on retrouve moins d'astringence sur le Cortis par rapport au Cantor. Voilà. Et donc, bon, vin rosé, on l'a fait une année, on l'a fait en 2015, donc on retrouvait le Cabernet Cantor, assez acide, le Cabernet Cortis qui présentait donc une sucrosité. Bon, mais ça c'est par rapport au degré aussi, hein, toujours assez lourd, le Cortis. Et résultat de dégustation, là on a assemblé donc des bases Merlot avec des 15% soit de Cantor, soit de Cortis, soit 7,5. On a fait plusieurs assemblages de type vin de Pays d'Oc. Donc cépage, il faut au moins 85% de cépage et associer donc des pourcentages différents de chaque cépage. Donc là, il n'y a pas eu de différence de fait entre les assemblages et les vins 100% de cépage. Même certains ont été bonifiés. Il y a eu même des... Là, on vous présente le Merlot Chardonnay, mais ça avait été aussi fait avec du Cabernet Sauvignon, où on avait ou pas de différence ou légèrement bonifié. Donc, dans le cadre d'un assemblage, ça peut être intéressant d'avoir ces cépages-là aussi. Voilà. Et pour le chardonnay, donc on a fait pareil avec du Sauvigné gris et du Muscaris à des proportions différentes. Et on va continuer cette année, on va refaire les mêmes assemblages, mais là on va partir, bon, si elle souhaiterait que l'on fasse aussi des assemblages de 60-40. Voilà. On va aller au-delà de ces pourcentages. Après le Prior, ça c'est des informations de 2017, cépage précoce également, pour le Prior photo le 7 juin 2017, donc il n'y a pas trop de grappes, bon, là on pense vendanger relativement tôt. Ensuite donc, bon, Chardonnay, vous voyez le floraison, bon, je vais aller un peu vite parce que je crois que le temps presse. Là maintenant les hybrides bouquets, donc là on les a depuis, bon je ne vous passe l'arbre généalogique, hein, on en a parlé précédemment, on avait créé pas mal de cépages, 37 génotypes, donc nous on en a 4 sur le domaine de Cazes, bon ça c'est la parcelle, hein, plantée en 2009, sur cette parcelle je vous dis qu'il n'y a jamais eu de traitement au idiome et milieu. Bon, on a le typé Grenache appelé le 3976 que l'on a arrosé, et le 3979 typé Grenache que l'on a vinifié en rouge. En sachant que chez nous, on n'a pas un terroir Grenache. Hein. Bon, nous, on en a implanté là, mais à 300 mètres d'altitude dans l'ouest vaudois, c'est pas vraiment la place du Grenache. Hein. Mais vous verrez quand même ce que peut donner un typé, ce qu'on appelle un hybride bouquet typé Grenache, puisque le dernier rétrocroisement a été effectué avec du Grenache noir. Donc typé Ferser-Vadou, et typé Chazan, donc bon, ça c'est des photos qui ont été faites la semaine dernière hein, sur le domaine. Oïdium et Mildiou, absence d'oïdium depuis 2009, Mildiou bloqué, présence sur les témoins Grenache, Ferser-Vadou et Chazan, là on a des symptômes. Même s'il y a 15 pieds de témoins, hein, dans la parcelle, on a laissé 15 pieds de témoins, puisque là, c'est pas un VATE, c'est 52 pieds sur une rangée, ce sont des petites rangées, donc on avait planté en fonction du matériel disponible. Par contre, on a des scorions d'anthragnose et du black rot, même si dans le département, on a aussi béni des dieux par rapport au black rot, donc le fait de faire zéro traitement, on le fait sur le domaine, hein, mais tous les cépages donc, qui vont être implantés, puisque maintenant vous pourrez planter librement, si vous trouvez des plans, hein, les 12 cépages inscrits au classement, on conseillera de faire au moins 2 traitements pour éviter d'avoir des maladies que l'on n'a pas l'habitude de voir sur l'île. Voilà, donc ça sera le zéro traitement, c'est pour le domaine expérimental, pour mettre les cépages un peu
pour les pousser au retranchement. Bon, le poids par souche, le 3976, on est à 2,3 kg. Le type Grenache, 3979, 3,31 kg par souche. Type Ferservadou, 1,36 kg. Et là, par contre, ce sont des cépages de cycle végétatif, puisqu'Alain Bouquet avait créé des cépages qui correspondent au cycle végétatif de nos régions. Donc, on n'est pas sur la précocité que l'on peut avoir sur les cépages allemands de l'Institut de Fribourg. Voilà. Et donc le type Chazan 2,16 kg, le Chazan 1,43 kg. Voilà, pour des degrés d'alcool qui sont, vous voyez le Grenache chez nous, donc est à, alors là, il n'y a pas eu beaucoup de rendement pour un Grenache, et on retrouve le type 3971, 3979 quand même à 13,3 degrés pour 3 kg par pied. Ouais. Voilà. Bon, comparaison Grenache, type Grenache, donc degré d'alcool, vous voyez le Grenache et les deux typés bouquets, le Ferservadou en jaune et le typé Ferservadou, et le Chazan en jaune et le typé Chazan, bon, on a des degrés assez similaires. Bon, résultat de dégustation, ben, écoutez, vous les dégusterez parce que là on n'a plus d'année. Hein. On a le 3960, le 3160, le 3967 c'est un typé Grenache. On a une intensité importante au nez pour du Grenache. Et le Ferservadou est assez discret, le typé Ferservadou chez nous. Voilà, bon, il n'a pas exprimé de caractéristiques aromatiques très importantes. Bon, ça c'est des tests d'exemples de cépages dégustés sur un panel organisé par l'IFV en 2016. Hein. Sur le 3979, sur le 3959, c'est le type Chazan. Et bon, ça on en a parlé, c'est la liste des cépages donc, qui ont été inscrits en 2017 avec le Sorelli, qui est un cépage de pépinière italienne VCR. Voilà, alors là c'est un projet que l'on a mis en place cette année et qui va s'étaler sur 2 ans. Donc on a greffé en fente, on aura au bout des 2 ans une vingtaine de variétés résistantes. Donc on a greffé cette année du Monarque, du Jonaïter de l'Institut de Fribourg, parce qu'on n'a pas de référence sur des cépages qui ont été inscrits au classement. Donc on aura une première récolte l'an prochain. Et du Sorelli, donc inscrit également VCR, et du Fleurtal ou du Fleurté de l'Institut VCR, qui est en cours d'amélioration, de recherche de référence. On a greffé les cépages Resbur 1, le J58 et 134 également, et les 2 cols 2007 et 2011. Et ensuite, on a greffé, sur 2 ans, on aura toutes, enfin pas toutes, mais les variétés bouquets que vous allez déguster, en VATE, là, en espérant qu'il faut un VATE, alors, il n'y a qu'un site pour le moment, il faut 2 sites, on espère qu'on aura notre site, mais également des variétés bouquets de typé Marcelin, 3 typés Marcelin, et 3 typés Cabernet Sauvignon d'Alain Bouquet. Voilà. Bon, après, cépage d'avenir, hein, Ecofito, là on est vraiment dans les 50% de réduction d'intrants, diminution des coûts de production, c'est vraiment plus pour l'environnement. Je pense aux maisons et nos labos autour de Carcassonne, hein, dans les villes, dans les lotissements. Marketing, moins de pesticides, santé et diversification de nos cépages.